Bienvenue dans Break the Wall, le podcast où on déconstruit des murs. Ici, on est là pour parler des échecs ou des obstacles de nos invités. On n'est pas là pour parler forcément des succès, bon, probablement en parler aussi, mais voilà. Je suis Stéphane Bégaud, je suis architecte à Payfit et on va recevoir dans cette émission toutes sortes de professionnels de la tech, quel que soit leur métier, le CTO, le CPO, le RH, le recruteur. Tous les métiers nous intéressent parce que tous les métiers ont leurs problématiques. Souvent, quand on est dev, on ne se rend pas compte des difficultés que peut avoir un RH ou un représentant du produit, comment se passe la relation client, etc. Donc ici, on est là pour parler de tout ça. Aujourd'hui, on va parler d'être CTO très jeune, de e-commerce, de monter sa propre agence, pas forcément dans cet ordre-là d'ailleurs, ou d'être CTO dans une boîte non-tech. Et pour ça, on a notre premier invité, sur ce tout premier podcast, Thomas Pointel. Bonjour Thomas. Bonjour Stéphane. Comment tu te sens aujourd'hui pour ce Écoute, premier épisode? super, super. Bah écoute, on va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots et parler un petit peu de toi? Ouais, pour me présenter sur les aspects tech qui vont plus nous intéresser, j'ai, pour l'anecdote, j'ai découvert l'informatique et le monde du développement, plus particulièrement vers mes 15 ans, quand mon grand-père m'a demandé de créer un site de location pour ses gîtes qu'il avait en Guadeloupe à l'époque, que j'ai réalisé avec FrontPage à l'époque, un super éditeur de sites. Et pour conclure cette anecdote, j'ai jamais réussi à mettre en ligne ce site. Et du coup, j'ai cherché à comprendre pourquoi, jusqu'à découvrir que derrière cette jolie interface de FrontPage, il y avait du code. Et j'ai un peu découvert le code comme ça, et je me suis rapidement plongé dedans. À mes 16 ans, j'ai commencé à travailler pour une agence web où je bossais soir et week-end et vacances en parallèle de mes études. Et c'était une vraie passion pour moi. Mes 18 ans, j'ai monté une agence web moi-même avec un ami sur lequel on a bossé ensemble pendant 4 ans en parallèle de nos études. Et ensuite, j'ai enchaîné plusieurs expériences de développeur euh, en agence principalement, jusqu'à évoluer petit à petit sur des rôles de CTO. En premier lieu sur une agence web rouennaise qui s'appelait Le Jour se lève. Une seconde agence Fidesio en région parisienne, Alltrix ensuite, et Groupe Gaillard pour terminer ensuite. Et du coup, tu as fait ton site pour ton grand-père sur FrontPage, tu as vu qu'il y avait du code derrière. Euh, c'est ça qui t'a attiré vers le développement pour continuer dans cette voie? J'aime pas ne pas comprendre. Du coup, la première fois que j'ai vu qu'il y avait du code derrière, je me suis demandé, comme toute personne qui voit du code pour la première fois, je pense, qu'est-ce que c'est que ce truc imbitable. On n'y comprend rien. Jusqu'à ce que je découvre que en fait c'est de l'HTML. Du coup, une fois que j'ai compris que c'était de l'HTML, j'ai pu me documenter sur le sujet, comprendre. Et ouais, c'est assez farfelu. Je pense que les gens me regardaient avec des yeux d'extraterrestre à l'époque où ma mère me voyait coder de l'HTML. Elle me disait, mais qu'est-ce qu'il fait Hmm. à se demander est-ce que je faisais vraiment quelque chose de compréhensible ou pas. Mais c'était devenu une vraie passion assez rapidement pour moi. Moi, j'ai commencé sur Mirk. Donc, Oui, on j'ai on pouvait coder ses IDE, son IDE, des alias, des scripts, des machins. Et j'ai j'ai- commencé là-dessus. j'avais développé quelques scripts Mirk aussi à l'époque, je me Ouais. rappelle. Ouais. T'as fait une grande partie de ta carrière autour de PHP. Quasi exclusivement, ouais. Comment t'es arrivé sur le PHP au début? Euh, Comment je suis venu par le PHP? Je crois que le site existe toujours, ça s'appelle php-débutant.org. J'ai appris par ce biais-là, euh, qui est très très loin des bonnes pratiques de PHP qu'on peut connaître aujourd'hui avec des frameworks structurants, etc. Mais je trouve que c'est un langage qui est très facile, très accessible pour quelqu'un qui veut se lancer dans le développement web en particulier. Euh, et du coup, ça permet assez rapidement d'avoir des vrais résultats visibles ou en une journée en PHP, si on, comme tout débutant, si on n'est pas attaché à la qualité du code qu'on va produire, on peut avoir des vrais résultats et des vraies choses concrètes qui vont être accessibles, publiées en ligne. Ça m'a beaucoup plu cet aspect-là. Ouais. Ouais, c'est sûr. On en parlera plus en détail de ta carrière juste après, mais
Tu as déjà eu des blocages, eu affaire à des choses que tu pouvais pas faire avec PHP justement? J'ai travaillé pour un client à l'époque qui s'appelle Caio, qui fait des bornes événementielles pour mettre sur des salons. Leur objectif, c'est de digitaliser toute la documentation papier qui est d'habitude sur les salons pour l'histoire à l'époque de l'ADEME, l'agence environnementale du gouvernement, amener sur chaque salon entre 6 et 10 palettes de papier. Leur objectif, c'était de digitaliser toute cette documentation papier pour la mettre dans des bornes et permettre aux utilisateurs de repartir avec du coup toute cette documentation sur une clé USB. Tout le développement qu'on a fait pour ce projet-là était web avec du PHP. Euh, la seule limite qu'on a eue, c'est quand il fallait écrire sur la clé USB sur le PC en PHP. Là, ça dépassait un petit peu ce qu'on pouvait faire. Et du coup, on a développé un mini serveur local sur des machines en C# à l'époque qui permettait de faire ces interactions. Mais c'est vraiment les seules limites quand on doit travailler avec l'hardware de la machine de l'utilisateur, pour moi, où le PHP atteint ses limites, mais sinon je vois pas trop de grosses contraintes. Ouais. Je pense que le PHP est aussi très populaire en France et c'est peut-être un peu moins le cas dans certains pays. J'ai discuté avec un CTO de Berkeley à New York il y a quelques semaines qui me disait mais pourquoi vous faites du PHP? Chez eux, il n'y a que Java qui existe quasiment. C'est un autre univers. Est-ce que du coup, cette appétence personnelle que tu as sur PHP a déjà influé tes choix de technologie en tant que CTO? Sur ma dernière expérience, je me suis vraiment posé la question, est-ce que c'est pas l'occasion pour moi de changer de techno, de me redynamiser et découvrir un petit peu autre chose. J'étais vraiment à partir sur du Node côté serveur. Et finalement, la raison a fait qu'on est resté sur PHP pour deux critères. L'entreprise avait besoin d'aller très vite à ce moment-là. Je ne suis pas sûr que c'était le plus judicieux de perdre entre guillemets du temps à monter moi-même en compétence sur une techno que je maîtrise moins. Et après, il y a un autre aspect qu'on ne pense pas forcément de manière instantanée sur le choix d'une techno, mais il y a tout l'aspect recrutement de l'équipe. Et du coup, PHP aujourd'hui, dans le bassin d'emploi, Aix-en-Provence, Marseille, etc., c'est quand même l'une des technos majeures qui est utilisée. Et clairement, ça facilite les choix de recrutement. Ouais. Bah justement, j'avais posé une question là-dessus. Si en 2024, c'était encore facile de recruter en PHP. Bien, écoute, en 6 mois, on a recruté une petite trentaine de personnes. Donc, je pense que c'était plutôt assez efficace. Après, pour y arriver, il faut aussi mettre toutes les chances de son côté et avoir un projet sexy qui va convaincre les gens de nous rejoindre en développement. Il y a aussi tout ce qui est partie gestion de projet, etc. Il y a toutes les conditions RH qui vont aller autour, etc. C'est vraiment le package global qui va faire la différence pour qu'on soit l'entreprise qui donne envie aux gens de nous rejoindre pour autre chose que juste du PHP aussi, quoi. Tu as fait tes premières armes en créant enfin, dans une agence web très jeune, vers 16 ans. Tu as rapidement monté ta propre agence. Tu peux nous parler un petit peu de cette expérience entrepreneuriale? Ouais, alors à l'époque c'était sous forme d'une association, mais au final dans l'agence sur laquelle je bossais à 16 ans, c'était une toute petite agence, on était le fondateur et moi, et assez rapidement en fait je me suis rendu compte que à peu de choses près je faisais tout le boulot qui était nécessaire pour faire tourner une agence, et du coup je me suis dit bah pourquoi pas faire mon agence plutôt que celle d'un autre. Très intéressant comme expérience, on aborde tous les aspects de l'entrepreneur où on doit aller chercher des clients, les accompagner, trouver des collaborateurs qui vont nous rejoindre. Alors à ce moment-là, c'était plutôt sous forme de freelance, mais pour combler nos manques de compétences, en particulier sur tout ce qui était web design, etc. C'est une époque où on a été encore webmaster et Ouais. on pouvait tout faire quasiment soi-même. Bon, il manquait quelques compétences en graphisme, mais sinon, oui, on pouvait. J'ai développé en PHP,
Je maintenais les serveurs, j'étais DevOps, commercial, voilà. Euh, mais ouais, c'est hyper intéressant ce côté pluridisciplinaire où de la conquête du client jusqu'à la livraison du projet, et on va aller échanger avec les banques, etc. Quand on a 16 ans et qu'on monte son projet, j'ai trouvé cette période hyper stimulante. Tu vois. J'ai voulu monter un cybercafé à l'époque. Et bah, à peu près le même genre d'expérience entrepreneuriale, mais moi, les banques n'ont pas voulu suivre un gamin je devais avoir 18 ans. Et t'as eu des grosses galères dans la création de ton agence, justement, tiens, voir une banque quand tu montes une agence à 16 ans, 17 ans, je sais pas quel âge t'avais exactement à cette époque, mais Eh bien, il y a prescription maintenant, donc on peut dire, mais on a fait les choses pas forcément dans le bon ordre. Du coup, on a convaincu les banques, etc., quand tout marchait déjà. ah, Euh, on a fait de très très border, mais, euh, mais oui, ça a simplifié les sujets aussi. Ouais. Mais on a fait ça comme ça aussi, un peu par ignorance, où on a découvert en faisant qu'il y avait normalement un ordre à suivre et qu'on avait malheureusement, ou heureusement, je sais pas suivi à ce moment-là. ouais. Mais, On parlait juste après de la suite de ta carrière, mais et du coup, qu'est-ce qui t'a fait arrêter cette entreprise? Euh, Ça demandait beaucoup d'investissement. Et à la fin de mes études, où j'ai fait une école d'ingénieur en alternance, j'avais le choix de soit m'investir à fond dans cette agence, soit de rejoindre l'agence où j'étais en alternance en parallèle. C'est un choix que je regrette un peu parfois, mais bon, vaut mieux des remords que des regrets, je sais pas. Dans le fond, c'était plus simple pour moi à ce moment-là de me dire, bon allez, je pars sur une expérience d'emploi traditionnelle, sur une agence sérieuse, stable. Euh, C'était plus rassurant, je pense. Je comprends. Donc du coup, après, tu as été très vite CTO à 24 ans, peu de temps après en fait, hein, finalement, dans une Oui. petite structure, mais j'imagine que arriver comme ça CTO très jeune, avec peu d'expérience, on doit quand même se prendre des petits murs, enfin, des choses auxquelles on s'attendait pas du tout. Tu peux un peu nous raconter le début de ta carrière de CTO? Ouais, c'était une toute petite agence rouennaise. On était 4-5 personnes sur l'équipe tech. Ouais, on était 5 collaborateurs au total dans l'agence. L'équipe tech, on était 3. Euh, Moi, un très bon ami et moi, et un stagiaire, grosso modo, sur l'ensemble de l'expérience. C'était plus une ambiance amicale, familiale, qu'une ambiance d'entreprise traditionnelle. Du coup, ça rend les choses un peu particulières et en même temps très agréables au quotidien. Mais du coup, je pense que sur les plans managériaux, RH, etc., c'est un vrai sujet qui n'est pas évident à aborder, où se situe la limite entre l'amitié qu'on peut avoir envers les gens et le côté RH professionnel qu'on doit parfois asseoir un petit peu plus. C'est pour moi le point qui était le plus compliqué à ce moment-là. Après, il y a un autre aspect, c'est qu'en agence, en tant que CTO, on est là aussi pour vendre des projets aux clients. Quand il y a un petit jeune de 24 ans qui vient vous présenter un projet à 150 000 et vous assurer que tout va bien se passer, c'est pas forcément évident pour le client d'avoir confiance dès le début. Après, je pense que dans la tech, on a la chance quand même que les gens vont plus faire confiance à ce qu'on fait qu'à ce qu'on dit. Mm. Et du coup, on arrive assez rapidement à faire confiance, à gagner la confiance des personnes par ce biais-là, quoi. C'est quoi tes trucs pour qu'on ait confiance en toi? Tu montrais des choses déjà faites, Ouais, montrer des réalisations déjà effectuées. Euh, euh, ce qui marchait bien à l'époque, on pouvait le faire assez facilement. Prendre 10 minutes pour montrer, voilà, intervenir directement sur le projet qu'on est en train de bosser en pleine présentation avec le client et faire les corrections live et dire voilà, c'est corrigé. C'est un côté bluffant où parfois en 5 minutes tu corriges le problème du client et tu dis ah ouais, il assure alors qu'en fait bon,
Parfois juste une couleur de bouton à changer, mais Ouais, je vois. ouais. Est-ce que tu aurais une anecdote particulière de cette époque sur des problèmes que tu as dû surmonter Tiens, je pense par exemple, tu viens de dire qu'il y avait une ambiance un peu familiale. Comment tu gères une équipe avec laquelle t'es potes en tant que manager? Si tout le monde est consciencieux et fait bien son job, c'est très facile. C'était plutôt le cas à l'époque, du coup ça s'est bien passé. Mais je pense qu'en effet, quand il faut peut-être durcir le ton ou autre, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Je comprends, j'ai vécu à peu près la même chose aussi. Et c'est vrai que quand tout va bien, c'est facile, c'est super cool, super agréable. Oui. Dès qu'il y a un problème et qu'il faut dire les choses, ouais, on n'ose pas, on a tendance à manquer de courage managérial dans ces cas-là. Mm. Surtout quand on est jeune, le courage managérial, c'est un vrai sujet, je pense, où c'est pas inné. C'est pas inné, on a tendance à être. Enfin, ça dépend de la personnalité des personnes, mais Je pense qu'il y a les deux modes. Soit tu vrilles en petit chef, parce que ouais. tu l'as vu ailleurs, parce que tu le vois à la télé, parce que tu as connu ça dans tes expériences précédentes, dans des PME, où c'est souvent comme ça, etc. Ou soit t'oses pas, ouais, ouais. Après ça, tu es allé dans le e-commerce chez Alltrix. C'est un commerce de vélo. Ouais, vélo, running et outdoor. Ouais. Là-bas, tu es très progressivement passé d'une équipe de zéro, de toi-même, à 50 personnes. Ouais. Comment ça s'est déroulé cette croissance? Ça a mis combien de temps? Je crois que ça s'est beaucoup accéléré sur la fin. Tu peux nous raconter un petit peu? J'ai rejoint Ultrix, l'entreprise avait 8 ans. L'ensemble du projet avait été géré sur l'aspect tech par une agence externe à ce moment-là. Et il y avait une vraie volonté de réinternaliser pour gagner en réactivité, en efficience, etc. Du coup, j'ai rejoint l'équipe à ce moment-là, au début en tant que CTO de moi-même. Petit à petit, on a monté une équipe à peu près au même niveau de nombre de personnes qu'il y avait dans l'agence. Du coup, on était moi, 3 développeurs, pour faire un petit peu l'état des lieux de ce qu'on récupérait. On a récupéré je crache pas dans la soupe parce que c'est mine de rien ce que l'agence a développé a permis à Ultrix de passer de zéro à une trentaine de millions d'euros. Donc c'est pas du tout dégueu ce que l'agence a fait à ce moment-là. On était un peu arrivé aux limites des possibilités techniques de ce qu'ils ont fait, où c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un legacy, avec un framework maison, un ORM maison, un moteur de template maison, etc. Et assez rapidement, quand on était plusieurs à bosser dessus, on créait plus facilement les bugs qu'on les résolvait, quoi. Donc on s'est dit que c'était un bon moment pour partir sur une refonte en symphonie. Et du coup là on a monté l'équipe à une dizaine de personnes pour lancer la refonte. Là on devait être fin de la première année, début de la deuxième année chez Ultrix. On a bossé à une dizaine de personnes sur le projet. Et l'équipe a évolué progressivement jusqu'à une petite quinzaine de personnes. Euh, et ça tournait bien sur les 7 premières années comme ça. Jusqu'à ce que Decathlon arrive au capital d'Ultrix. Et du coup, on a eu. L'objectif était vraiment de booster la croissance. À ce moment-là, on a ouvert un bureau dans le sud, à Bouc-Bélier. Et l'équipe est montée d'une quinzaine à une cinquantaine de personnes en 2 ans à peu près. Et du coup, Voilà. c'était pluridisciplinaire, j'imagine, cette équipe de 50. C'était que des devs. C'est une grosse moitié de développeurs et une petite moitié de PO, QA, encadrant un petit peu technique, etc. Ouais. D'accord. Comment tu arrives à faire travailler ensemble ces corps de métier en tant que CTO et faire se parler, par exemple, souvent les développeurs se plaignent de la QA ou vice-versa. Voilà. Je pense qu'il y a un vrai sujet de culture où il faut comprendre faut réussir à faire comprendre aux membres de notre équipe que on est tous dans la même équipe, dans la même entreprise, avec le même objectif. Personne ne bosse contre le travail de quelqu'un d'autre et tout le monde est là pour amener la boîte au meilleur. Euh, je pense que déjà c'est un fondamental important dans une entreprise au sens large, plus particulièrement sur une équipe IT peut-être. Mm.
Mais oui, c'est un point très important. Ouais. Et après, je pense que l'autre sujet compliqué niveau collaboration dans une équipe comme on avait chez Ultrix, c'est que on a des PO en interne, mais qu'on appelait plutôt des proxy PO, parce qu'en fait, les vrais connaisseurs du besoin, c'est les métiers, c'est les Mm. équipes d'achat, les équipes de marketing, etc. Et la plus grosse complexité, c'est comment on arrive à impliquer les personnes des autres services dans leurs projets. Euh, il y a des services pour lesquels c'est très facile, les gens comprennent tout de suite l'intérêt de la tech. C'était le cas de la compta chez Ultrix, où on avait un CFO exceptionnel qui était capable de nous donner les requêtes SQL pour interagir avec le Ouais. RP, etc. Donc il avait conscience de ce que la tech pouvait apporter et du coup il demandait à ses équipes de s'investir dans les projets, sur la phase de projet, sur la phase de test, post-mise en production, etc. Sur d'autres services, c'était quand même beaucoup plus compliqué et très relatif et ça complexifie beaucoup. Ça crée vite une forte différence entre ce que la personne, ce dont la personne a besoin, ce qu'elle imagine comme solution finale et ce qui va être livré à la fin. Si on n'a pas l'implication du métier tout au long du projet, on a vite des distorsions qui se créent à ce niveau-là, quoi. Du coup, dans tes recrutements, est-ce que tu mets plutôt l'accent sur les soft skills au profit des hard skills pour justement réussir à avoir cette sorte de cohésion Alors ça fait partie des choses qui ont évolué au cours de ma carrière. Au tout début, je recrutais des hard skills et je faisais pas du tout attention aux soft skills. Euh, Jusqu'à ce que j'ai une équipe qui explose en plein vol, où clairement on avait des personnes qui, je pense tous très juniors quand même globalement, qui découvraient le monde de l'entreprise, qui avaient l'image de Google où il y a du café, du coca Mm. gratos, on change des tâches par un toboggan, et qui, dans une entreprise comme Ultrix à l'époque, comprenait pas pourquoi on n'avait pas tout ça, quoi. Et du coup, avec une vision très idéalisée du monde de l'entreprise, je pense. Et l'équipe a un peu explosé en plein vol. On est reparti quasi de zéro sur une nouvelle équipe à ce moment-là. C'est comme ça qu'on apprend. J'ai pas refait la même erreur. On a fait beaucoup plus attention aux soft skills. Et les hard skills restent importantes. On recherche des techs en général. Mm. En particulier quand on recherche des personnes seniors, on attend un certain niveau de compétences. Les hard skills, ça se travaille. On peut accompagner les personnes pour les développer, etc. C'est possible aussi sur les soft skills, mais ça a demandé beaucoup plus d'énergie et il faut vraiment que la personne en face soit ouverte à l'idée de travailler sur ces points-là. C'est pas toujours le cas, c'est beaucoup plus compliqué, je pense que. Ouais, c'est souvent plus long, puis ça peut être subjectif aussi. Si on se concentre vraiment sur le e-commerce, est-ce que tu as déjà eu des gros challenges vraiment liés au e-commerce? On oublie l'équipe, etc., au métier de l'e-commerce dont tu voudrais nous parler, par exemple un client chiant, un problème légal. Alors, on en a eu des tonnes, je pense, en 10 ans chez Ultrix, mais rien de maintenant marrante, mais qu'il était moins sur le moment. Quand je suis arrivé chez Ultrix, on était à quelques semaines du lancement des soldes. Euh, je prenais petit à petit mes marques sur le projet. Et du coup, je demande à l'agence qui gérait le projet comment ça se passe une mise en solde sur Ultrix, vu que c'est moi qui étais censé faire la prochaine. Il m'envoie toute la procédure par mail de mise en solde. Et j'avais même pas ouvert le mail encore et j'ai guéri le CEO qui vient voir qui me dit panique, qu'est-ce que vous avez foutu? Tout le site est en solde, sachant que les soldes c'est hyper encadré légalement. Avant telle date, 8 heures, impossible de mettre en solde. Je comprends pas. Et du coup, première urgence, on stoppe les soldes sur le site. Donc, je bidouille la base de données, j'enlève tous les soldes, etc. Et tout redevient normal. Et on se dit, mais comment c'est possible que le site soit passé en solde tout seul? Et en fait, dans le mail que l'agence m'avait envoyé, la procédure de mise en solde, c'était d'accéder à une URL publique. Sauf que le robot anti-spam de la boîte mail est allé voir ce qu'il y avait derrière ce lien et a auto-déclenché la mise en solde à ce moment-là, quoi.
Donc voilà, c'était... Vous avez eu des répercussions légales? Écoute, je pense que les quelques clients qui ont eu la chance de commander à ce moment-là étaient plutôt contents et s'en sont pas plaints. Ça s'est pas vu. Non, on n'a pas eu de soucis. Vous n'avez pas Et eu un bad buzz? non, non, non. Et je pense que sur tous les aspects, on se plaint souvent de l'administration, de tout, du fait qu'ils soient hyper regardants, hyper stricts sur plein de sujets, mais ce que j'ai retenu de chez Autrix d'un point de vue de l'administration, c'est que si on leur montre qu'on fait les choses bien, qu'on fait le maximum d'efforts, ils savent aussi être souples et nous permettre, nous autoriser quelques égarements involontaires, quoi. Ouais, 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 Donc, j'imagine. mm. Et du coup, est-ce que ça t'a appris des politiques de zéro trust sur les API publics et ce genre de choses ou... Ah, clairement, clairement, ce genre d'URL public, on oublie, ouais. Ouais. Donc, t'es resté 10 ans chez Ultrix, Oui, quelque chose comme ça. T'as pris ensuite un job de CTO dans une entreprise de transport. exactement. Donc, c'est une société non tech, où le cœur de métier n'est pas la tech. Tu peux nous raconter en quelques phrases quel était ton rôle là-bas? C'était plus DSI? Ouais, mon intitulé de poste officiel c'est CTO, mais dans la pratique j'étais plus DSI. Et assez rapidement on a monté une filiale pour... il y a plusieurs entreprises dans le groupe et on a monté une filiale tech en mode GEI pour accompagner l'ensemble des entreprises sur leurs besoins tech. Et du coup là j'ai eu un rôle un petit peu plus transverse où j'étais plus sollicité sur l'ensemble des sujets RH, administratifs, etc. Expérience très enrichissante. J'ai appris beaucoup de choses à ce moment-là. Ouais. Ouais, j'ai vécu une expérience très similaire. J'ai aussi travaillé dans le transport, un peu dans le même contexte en tant que DSI. Et je comprends les difficultés de créer un SI et de manager des gens ou des projets dans un milieu non tech, justement. Euh, et une des principales difficultés que j'avais, c'était la communication avec les membres du board, leur expliquer ce qu'on faisait, pourquoi ça prenait du temps, etc. Est-ce que tu avais ce genre de problématique aussi? Ouais, je pense que c'est un vrai sujet sur des entreprises où la tech est le cœur de métier. Il y a zéro sujet. On sait que la tech est important et l'ensemble du board nous soutient, nous accompagne, nous implique dans les sujets pour qu'on soit là pour travailler avec eux. Sur une boîte moins tech, on va être, malgré qu'on va être au board également, etc., on sent que, voilà, on se demande un petit peu plus pourquoi on va créer une équipe aussi grosse d'un coup, qu'est-ce que ça a apporté alors que la boîte a vécu, c'est une boîte qui avait 50 ans. Hmm. En 50 ans, l'équipe tech est montée au plus à 4 personnes. Là, l'objectif, c'était de monter l'équipe tech à 30 personnes. Et du coup, tout le monde se dit, mais c'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? On a fonctionné 50 ans à 4, pourquoi on monte à 30 du jour au lendemain? Et c'est des gens qui n'ont pas toujours la même vision, du coup, et du coup, qui vont plus facilement mettre un petit peu de côté la tech. Du coup, comment tu as réussi à leur faire comprendre qu'ils ont accumulé en étant que 4 pendant 50 ans, je sais pas, un gros retard technologique ou ce genre de choses? Quelle était ta manière de leur prouver ça, qu'ils aient confiance en toi? Alors, j'ai la chance que c'était des gens quand même vraiment top dans l'ensemble et qui humainement le courant passait très bien, etc. Donc je pense que déjà ça facilite beaucoup. Et après, le gros du sujet, je pense, c'est de les convaincre par l'exemple, leur amener des outils qui vont leur changer leur quotidien et qui comprennent qu'on est là pour leur amener vraiment du mieux et que les pratiques qu'ils pensaient bonnes manquent un petit peu de modernité pour une entreprise de 2024. Par exemple, un gros chantier que tu as fait à tes débuts dans cette entreprise qui leur a un peu prouvé ça? Ouais, bah, pour le coup, c'était pas un gros chantier, mais j'aime bien cette anecdote qui est hyper marquante, où ça faisait une semaine que j'étais dans l'entreprise et pendant 2 jours non-stop, j'entends l'imprimante fonctionner non-stop, s'imprimait en boucle. Euh, à un moment donné, j'arrive à découvrir qui est à l'origine de cette impression infernale. Une personne des équipes RH, et je leur dis, mais
qu'est-ce que vous faites, quoi, imprimer comme ça non-stop? Et la raison, c'est, on change de mutuelle, du coup, on imprime tous les bordereaux de mutuelle et toutes les notices de mutuelle de 80 pages qu'on envoie en recommandé à chaque collaborateur réparti un peu partout dans la France, quoi. Sur, à ce moment-là, une équipe de 250 collaborateurs. Euh, Ok, donc et, t'as mis un DocuSign ou quelque chose comme ça? ouais, on a mis en place DocuSign et ça, le temps du projet a dû me prendre une demi-heure, mais ça leur a complètement changé le quotidien. Et pour poursuivre l'anecdote, c'est vraiment dans la conduite du changement au sein d'une entreprise comme ça où on explique au RH que ok, on va leur faire passer maintenant tous les nouveaux contrats de travail vont passer par DocuSign. Et très bien, je voyais des mails passer de DocuSign, etc. Je me dis c'est bon, c'est adopté. Mm. Jusqu'au jour où j'ai moi-même un document RH à signer qui n'était pas un contrat de travail. Et du coup, on me l'amène en papier à mon bureau, on me dit tiens Thomas, faut que tu signes ça. Et pourquoi vous faites pas un DocuSign? On dit non, mais tu nous as dit que c'était que pour les contrats de travail. Voilà. Donc c'est vraiment un vrai sujet où quand on lance un projet, on peut le croire fini et il faut vraiment l'accompagner jusqu'au bout pour s'assurer que l'adoption est bonne. Ouais, je comprends. T'avais un contexte particulier ou un projet où on t'attendait au tournant, un truc qui était vital pour l'entreprise, euh, sur lequel tu étais vraiment attendu, il fallait délivrer vite, etc. T'as déjà eu ce cas? Alors dans cette entreprise-là, non. Euh, le, le SI était très ancien et du coup on avait plutôt pris le pli de prendre des développeurs externes pour maintenir le SI actuel qui est un gros logiciel en WinDev et développer notre nouvelle stack qui servira à horizon 2 ans et demi, 3 ans. Euh, avec il y a un investisseur qui soutenait le projet, etc. Donc ça rendait les choses plus faciles dans ce sens-là. Par contre, chez Ultrix, ouais, ça nous est arrivé où on a voulu. C'était un vrai changement pour Ultrix à ce moment-là de transformer un site e-commerce traditionnel en marketplace du sport, toujours axé sur l'univers du vélo, running et autres. Après avoir choisi le partenaire qu'on allait utiliser pour nous accompagner sur la mise en place de la marketplace, qui était Miracle à l'époque, du coup on aborde ça comme un projet classique de tech, euh, mais toute la boîte s'est dit, voilà, c'est un projet de tech, on intègre des API sur le site et demain on a une marketplace, quoi. Mm. On va chercher des commerciaux pour recruter des vendeurs et voilà, c'est parti. Et on a bossé sur le projet pendant une bonne année avec une équipe projet assez solide. Et à un moment donné, on se rend compte que le projet avance pas, on n'arrive pas à faire avancer le projet, les équipes comprennent pas ce que ça va apporter, etc. Et, euh, et on s'est posé, Miracle nous a bien accompagnés sur le sujet à ce moment-là. Il nous a dit, on va vous présenter quelqu'un, un consultant spécialisé dans l'univers du marketplace qui va vous accompagner sur l'aspect, sur la mise en place de votre marketplace. Et là, on a compris en fait que c'était pas un projet tech, c'était un projet hyper structurant pour l'ensemble de l'entreprise. Et le premier point, c'était de se rendre compte quels sont les impacts pour l'ensemble des équipes, qu'est-ce que ça va changer au quotidien. Et là, ça nous a permis, on a pris 3 mois à peu près pour reposer à plat l'ensemble du projet sur l'aspect fonctionnel. En 2 semaines, on a dessiné le plan tech et on avait un POC de marketplace en prod au bout de 3 mois de dev à peu près à ce moment-là. Donc en prenant 3 mois de réflexion, 3 mois de développement, on a fait plus qu'en un an sans réfléchir. Ouais, donc se faire accompagner quand il y a besoin. Clairement, ouais. C'est vraiment un sujet complexe où je pense que Miracle a aussi évolué sur sa manière de vendre les marketplaces, etc. Et à l'époque, c'est une époque où vendre une marketplace, ça se faisait entre le CEO et le CTO face à Miracle. Et du coup, leurs seuls arguments, c'était on a une belle API, elle est bien documentée, etc.
et ça mettait pas en avant l'aspect, tous les impacts qu'il pouvait y avoir en dehors de la tech, quoi. Ouais. Donc là, tu es revenu, tu as fait une petite digression, tu es revenu un petit peu sur Ultrix. Oui. Si on revient sur la- l'entreprise non-tech du transport, tu disais que tu étais sur un legacy en WinDev, donc très ancien, etc. Oui. Et tu as dit, on avait prévu de faire une refonte de ce legacy en 2 ou 3 ans. Euh, Comment tu fais pour refaire un SI qui a 50 ans, enfin allez, peut-être pas 50 ans, mais qui a 10 ans, 20 Ouais, ça fait ans une en quinzaine 2 ans? d'années, ouais. Je pense que le premier sujet, c'est de se poser des questions sur qu'est-ce qui doit être développé par nous et qu'est-ce qui ne doit pas l'être. Ouais, Une équipe tech, en fonction des entreprises, la valeur de la tech n'est pas au même endroit. Euh, je pense que sur une entreprise de commerce, il y a des sujets où on sait que c'est là-dessus qu'on va aller. Du coup, Autrix, le gros de la force, c'était le e-commerce. Sur l'entreprise de transport, le gros de la force, c'est fluidifier les flux. hmm, Et du coup, on va plutôt s'atteler à travailler sur les parties de RP, ce genre de choses. Euh, et tout le reste, autant qu'on peut, il faut aussi savoir le déléguer à des solutions existantes. On ne va pas s'embêter à travailler sur des sujets de SIRH. ouais, On va prendre des outils qui existent. PFIT, par exemple, qu'on utilise chez nous. Mais ouais, je pense il faut cibler où est-ce qu'on aura le plus d'impact le plus rapidement en fonction de où est la valeur dans l'entreprise. ouais, bien sûr. Développer un super SIRH, c'est top. Est-ce que est-ce qu'on peut avoir la valeur rapidement? Peut-être. Mais c'est pas là qu'on nous attend dans une entreprise de transport, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Du coup, sur cette fameuse optimisation des flux, tu as mis en place de l'IA, des choses comme ça dans ton nouveau SI? On, L'optimisation de tournée, Alors pour le moment, ça fait partie des sujets, ça fait partie du cœur de métier, mais il y a plein de solutions marché existantes aussi sur le sujet. La boîte part de tellement loin sur ces sujets qu'on s'est dit qu'il y avait peut-être aussi des marches à monter progressivement. Euh, et du coup, passer du logiciel où le matin, notre responsable logistique arrive à 4 heures pour imprimer les tournées des livreurs. C'est les livreurs qui vont mettre les feuilles de papier dans le bon ordre parce qu'ils connaissent bien la zone de livraison et du coup tout ça est géré manuellement. Il faut que ensuite ils vont penser à faire signer les feuilles les bordereaux de livraison, les scans en revenant pour les injecter dans le logiciel. On s'est dit que déjà, ne serait-ce que là-dessus, si on utilise une solution marché, ça va être une révolution pour l'entreprise et ça peut se faire en 2 mois. ouais. Avant de développer notre propre solution, du coup, c'est un peu le pli qu'on a pris. Et du coup, on travaille ensuite sur notre propre logiciel. Mais là, oui, c'est plus à horizon 2-3 ans. Est-ce qu'on va injecter de l'IA dedans? On n'est pas à ce niveau de réflexion encore, mais très probablement. Ouais, chaque chose en son temps. Ouais. Même intégrer un logiciel tiers comme une optimisation de tournée ou comme de la gestion de flux, etc. en 2 mois, ça reste court. Ton ERP est quand même prévu pour être pluggable avec des choses externes comme ça. Comment tu balances la liste de tes chauffeurs, de tes camions, de tes routes, etc. à cet outil externe? Comment tu fais la communication entre les deux outils? Ouais, on a fait le choix de ne pas utiliser d'ETL marché comme un Talend ou autre et de développer toute cette partie-là nous-mêmes. Et l'avantage, c'est qu'on avait on a 3 freelances qui bossent sur le logiciel actuel et qui, eux, ont développé toutes les API qui ont permis de faire les intégrations. Ça s'est plutôt bien passé, ouais. D'accord. Si on fait un petit peu une rétrospective sur ta carrière, comment ton approche ou ta vision du rôle de CTO a évolué au fil des années? Qu'est-ce qui a changé sur ta manière de voir ce rôle au fil des années, dans le contexte qui est le tien, bien sûr? Je pense que les mentalités ont beaucoup évolué
sur les 15 dernières années, grosso modo, où j'ai été CTO. Et aussi, la taille des équipes que j'ai gérées a beaucoup changé. Si je reprends mes premières expériences, j'avais une vision un petit peu plus de, j'en suis pas forcément fier, mais de petit chef qui va être dans le contrôle, où on met en place toute l'organisation pour être sûr qu'on peut suivre, que tout le monde travaille du mieux possible, mettre le maximum d'énergie au quotidien dans son travail, etc. Avec une équipe, on a le CTO, des engineering directors, on va mettre des lead dev en dessous, des devs, faire en sorte que chaque personne ne manage pas plus de 4-5 personnes pour être sûr que tout le monde est bien suivi, etc. dans le quotidien. Et aujourd'hui, en prenant du recul, qu'est-ce que ça génère? Ça génère des devs qui ne réfléchissent plus, qui font que pisser du code parce que tout a été réfléchi au-dessus. Et du coup, je trouve qu'on perd un peu de l'intérêt dans le travail de chacun au quotidien. Et ma vision aujourd'hui, c'est plutôt créons des équipes où on va profiter de l'intelligence de tout le monde, on va responsabiliser les équipes, leur donner l'autonomie et avoir une hiérarchie le plus possible plat. Aujourd'hui, on est 30 dans mon entreprise sur l'équipe tech et on a 2 managers. Ça fonctionne très très bien. L'ensemble des équipes est autonomisé, chacun se gère sur son projet et clairement je pense qu'on a à peu près le même niveau d'efficience que ce qu'on avait à 50 dans d'autres expériences. Ouais. Et dans une organisation comme ça, où tu as toutes tes équipes qui sont très autonomes, euh, comment tu arrives à pousser des standards entre tes équipes? Je donne un exemple, tu as besoin de mettre un cache. Tu as l'équipe A qui va choisir Redis, on a une autre qui veut pas de Redis. Comment tu fais en sorte que des choses standards soient adoptées par tout le monde? Pour éviter, tu sais, la multiplication des coûts, du fait de multiplier les Ouais, ouais. technologies. Alors il y a des rôles dans la... Si on parle d'un mécanisme de cache, est-ce qu'on choisit même cache, Redis, etc. On a le SRE qui va intervenir à un moment donné, qui va dire attendez les gars, vous me demandez de mettre 2 technos similaires pour la même chose. Mais Donc après, là, mais après il y a d'autres choix qui peuvent être faits de discordance comme ça, plus sur des questions d'archi-technique, ce genre de choses. En fait, l'équipe s'est montée progressivement. J'ai mis en place les fondamentaux avec les premiers arrivés au sein de l'équipe. On avait 2 devs et moi pour mettre en place les fondamentaux. Et du coup, on a écrit ces standards et ça a suivi le reste de l'équipe. Et après, je pense que quand on a des bons recrutements, les gens se rendent compte qu'ils sont en train de partir sur une voie où il y a un changement, ça va être important, structurant pour l'ensemble. mm, Et du coup, bah ok, on crée un point d'une demi-heure, on réunit tout le monde et on parle de cette problématique. Moi, j'estime que ça, c'est pas le bon chemin à prendre. Est-ce qu'il faudrait pas mieux prendre ce chemin? Et on en discute tous ensemble et on prend une décision, quoi. et ça marche dans une équipe d'une certaine taille. T'as- Je sais pas si tu as la réponse, mais comment tu ferais la même chose avec 200 devs par exemple? C'est une bonne question. Je pense qu'inévitablement, il faut des gens qui prennent des décisions à un moment donné pour permettre à tout le monde d'avancer. Au détriment de la liberté, du coup. Ouais, du coup, toute la question, c'est de trouver un équilibre entre la liberté que tu donnes et les contraintes que tu imposes au final, tu vois, et ça, c'est jamais évident. Ouais, c'est compliqué. Après, je pense qu'il y a des méthodes alternatives aussi qui peuvent se mettre entre deux. Ou voilà, typiquement là, on est 30, on a un sujet, on organise une réunion, on invite tout le monde. Tout le monde est invité, tout le monde n'est pas obligé de venir. Chacun voit s'il va avoir de l'impact sur cette réunion. S'il sait que c'est un sujet qui est loin de ses compétences, il vient pas. Et en général, on se retrouve jamais à faire une réunion à plus d'une dizaine. Euh, et ceux qui sont pas venus savent que ceux qui seront apporteront la bonne décision. Donc Mm. ça permet aussi de repousser un petit peu tout ça. Et après, je pense qu'il faut aussi... moi, je crois beaucoup dans la communication asynchrone. Avec des systèmes de forums, on va poser des questions, on va itérer sur ces questions
de manière asynchrone et ça permet d'inclure plus facilement plus de personnes sans avoir besoin de réunir 200 personnes pendant 2 heures dans une salle de réunion où de toute manière il n'y a que deux personnes qui parlent. Mhm. Tu as déjà mis en place des systèmes de décision type ADR, architecture des décision de record, RFC, Non, non? non, j'ai même mis en place, mais c'est le sujet qui m'intéresse en tout cas. D'accord. En progressant dans ton rôle de CTO, qu'est-ce qui pour toi est devenu de plus en plus facile au fur et à mesure des années? Et au contraire, qu'est-ce que tu négligeais au début est devenu de plus en plus, prend de plus en plus de place aujourd'hui dans ton axe de décision? Je pense que c'est les aspects de management principalement, où j'ai toujours été et je serai toujours un gentil manager, je pense. Sauf au Euh, début du coup. non, j'étais toujours un gentil manager, mais en fait trop gentil du coup et qui osait pas dire les choses, etc. Et aujourd'hui, je suis peut-être un manager plus juste, qui va voir les gens quand ça va pas, qui va leur faire du feedback, en fait, juste du feedback pour aider tout le monde à s'améliorer. Et on se rend compte au final que c'est mieux pour la boîte, c'est mieux pour moi qui dort mieux la nuit en résolvant les problèmes. Et c'est mieux pour le collaborateur qui apprend. Mm. Et tout le monde est. Je pense que être un manager juste c'est être un manager plus apprécié de ses équipes qu'un chantier manager qui laisse tout passer, quoi. Ouais. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Le feedback, c'est quelque chose d'important. Puis aider les gens à grandir aussi, ça fait partie du rôle, évidemment. Je pense qu'une fois qu'on a fini d'apprendre soi-même, on a envie de transmettre son On savoir. a, on a Enfin, toujours à on a, apprendre non, soi-même, mais, bien sûr, on a toujours à apprendre mais soi-même, mais oui. on se heurte parfois dans certaines choses à un plafond de verre à un moment donné, ou alors il faut changer de secteur, de changer de sujet, etc. pour apprendre de nouvelles choses. Euh, et, euh, et voilà. Mais ouais, bien sûr. Si tu pouvais donner un conseil à ton toi plus jeune, qu'est-ce que ce serait? C'est une bonne question. Il faut remonter un petit peu loin en arrière, mais je pense que je me dirais de plus m'affirmer au quotidien, de plus assumer ce que je pense et d'un peu moins être sur la retenue. Ça rejoint en particulier les aspects managériaux dont on parlait tout à l'heure, mais être juste avec un collaborateur, lui faire un retour parfois un peu ferme, mais au bon moment, de la bonne manière, suffisamment constructive. Euh, ça servira à tout le monde, soi-même et le collaborateur et l'entreprise qui est autour. Donc, faut pas hésiter. Et voilà, je pense que c'est un point important que j'essaierai d'améliorer en tout cas. Selon toi, c'est quoi la plus grande difficulté à être CTO en 2024, dans les contextes que tu as connus? Moi, je pense que il y a autant de CTO qu'il y a d'entreprises et comme tu dis, chaque topologie d'entreprise va amener des complexités différentes. Euh, je pense qu'on est une grande partie du job de CTO en général, c'est surtout les aspects de recrutement quand même, où on est en 2024 sur une période un petit peu charnière où les besoins de recrutement se sont tendus. Ça devient un petit peu plus compliqué de retrouver des candidats. Et à l'inverse, les candidats sont aussi de plus en plus exigeants. Je pense à des aspects en particulier comme le télétravail, où il n'y a pas que l'aspect permettre aux personnes de travailler de chez eux derrière le télétravail, il y a aussi toute une idéologie de on fait confiance à nos collaborateurs, on les responsabilise, etc., qui est très appréciée dans le monde des développeurs. Je pense que travailler dans une entreprise, on a tous les aspects du télétravail, sauf le télétravail. Pour certains développeurs, ça serait suffisant. Mais le télétravail t'assure que tu as tous ces éléments-là. Et du coup, il y en a beaucoup qui tiennent, à qui ça tient fortement à cœur. Et, et à l'inverse, on a un mouvement où les entreprises reviennent un peu dessus au quotidien. Et du coup, je
je pense que c'est un vrai sujet de comment convaincre son président que c'est le bon choix, comment convaincre aussi les développeurs que bah, il y a peut-être un juste milieu parfois à trouver. Hmm. C'est un vrai aspect difficile, je pense, en 2024. Ouais. Toi, t'es plutôt pour alors quand même. Oui, on est en full remote sur ma dernière expérience et ça se passe très très bien. Donc, Ouais. C'est pareil, chez Payfit, on a une politique de from anywhere. Et bah, c'est très appréciable. Moi, pour y avoir goûté au quotidien, c'est tellement moins de stress et de fatigue par les transports, etc. que, ouais, dans la tech, c'est peut-être le milieu où c'est le plus simple d'avoir ce genre de contexte. Donc, ouais, mm, faut réussir à créer du lien humain entre tout le monde. Moi, je trouve que mm, c'est la plus grosse difficulté où euh, on a vite quelqu'un qui vient nous voir en nous disant ouais, il y a un tel, il m'a mal parlé, machin, alors qu'en fait, c'est juste que la personne était en réunion, elle a fait une réponse rapide sur mm, Slack et elle a oublié de mettre un smiley, et du coup, la personne a mal pris la réaction. Et en fait, quand on arrive à créer du lien entre les personnes des équipes, pour moi, c'est organiser des séminaires à une fréquence régulière sur les personnes qui travaillent ensemble. Mais une fois qu'on a bu une bière avec quelqu'un, on se rend compte qu'en fait, il est sympa, et c'est mm. quelqu'un qui n'a pas un mauvais fond, et on se pose plus ces questions-là, et tout se fluidifie, quoi. Ouais, c'est sûr qu'à l'écrit, ça- les textes, enfin, le message peut paraître toujours plus direct. Oui, oui. Ouais, et puis bah, tout le monde n'est pas forcément fan des smileys et des trucs comme ça. Ouais, donc, ouais. Ouais, et on ne sait pas dans quel. Chacun est derrière son écran, on ne sait pas si la personne elle est en réunion hyper importante et c'est elle qui est en train d'animer et tu avais besoin d'une réponse vite, alors elle a fait l'effort de te répondre, Mm. mais ça a été un peu sec parce qu'elle ne pouvait pas prendre le temps d'écrire un long message, ou une autre raison. Donc faut pas se vexer sur ces simples sujets de forme, quoi. À l'engineering de Payfit, on utilise un outil qui est très bien qui s'appelle Giver, euh, Ok, qui est une sorte de workspace 2D vu du dessus comme un jeu vidéo dans lequel tout le monde a son avatar. On voit toutes les personnes connectées, chacun a son bureau, il y a des salles de réunion, il y a une fausse cuisine et des trucs comme ça. Et ça permet à tout le monde de simuler une vie dans un bureau en fait. Voilà, cette personne elle est à son bureau, elle est verte donc elle est disponible. Donc je peux aller lui parler, donc je vais à son bureau et ça ouvre un chat de discussion, les caméras s'affichent, etc. Je peux partager mon écran, etc. C'est vraiment pas mal du tout. Ça ah, marche bien dans le contexte du télétravail, effectivement. je connaissais pas du tout. Enfin, j'ai déjà vu au tout début du Covid, ça fait partie des outils, mais qui étaient à leur balbutiement, je pense, à Ouais. ce moment-là, qu'on a vu. J'ai jeté un œil et je me suis dit, bah, ok, mais pas fou. Mais ça a probablement beaucoup évolué depuis et gagné beaucoup Ouais, pas fou, je pense qu'on est nombreux à s'être dit ça. Mais je pense que l'avantage de ce genre d'outil, on s'en rend compte quand on l'utilise en fait. On se rend compte que ça crée une cohésion malgré lui. Enfin, l'idée est bonne quoi, tu vois. Mais c'est vrai qu'on, c'est comme les tablettes quand c'est sorti, tout le monde se foutait de la gueule des tablettes et maintenant tout le monde en a une. Ouais. On se rend compte de son utilité quand on l'utilise, je pense. Ouais. Mais ouais, c'est très très bien. Je pense qu'il y a plein de petites choses à mettre en place sur des équipes remote où ce qu'on aime bien faire de temps en temps le midi chez nous, c'est qu'on se fait un draw anything avec tout le monde en visio et c'est des vraies séquences de fou rire entre tout le monde. C'est hyper sympa, très convivial et il n'y a pas besoin de grand chose pour le faire au final, quoi. Genre Gartic Phone, ce genre de choses aussi, non? Ouais, ouais, on se fait pas mal de trucs de ce genre-là. Ouais, c'est rigolo. Ouais. Je reste dans le thème des outils. Comment tu vois l'IA génératif dans le monde du dev? Je fais partie des personnes qui ont été très longtemps sceptiques en me disant bah ok mais si c'est pour m'ajouter le point virgule que oublié au bout de ma ligne, c'est pas fou non plus. Euh, on se rend compte aujourd'hui que ça prend un tournant et que ça évolue, mais je pense que c'est le bon moment pour s'y intéresser aujourd'hui, euh, de vraiment se focus sur le sujet un petit peu.
Euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver et qui vont vraiment commencer à impacter la tech. Je pense qu'on est au tout début et ça apporte déjà, mais je pense que ça va pouvoir apporter beaucoup, beaucoup plus dans les années à venir. Et jusqu'où ça pourra aller, c'est là qu'est la vraie question, quoi. Pour te donner une anecdote, moi j'utilise déjà OpenAI, enfin ChatGPT et Copilot et ce genre d'outils depuis un moment pour m'aider au quotidien. Ça fait gagner un petit peu de temps, sans être folichon, mais voilà. En termes de tir, j'ai découvert il n'y a pas longtemps un nouvel IDE qui s'appelle Cursor, alors qui est probablement très connu maintenant quand les gens vont voir cette vidéo parce que ça fait le buzz, qui est assez incroyable. C'est un fork de VS Code, enfin c'est le cœur de VS Code, Ok. et ils ont vraiment intégré l'IA générative au cœur du logiciel. Il a accès à toute ta base de code, ça pose probablement des problèmes de confidentialité, des choses comme ça, mais c'est pas le sujet. Et tu as une sorte de pop-up ou de chat accessible pour parler à l'IA. Tu peux choisir le LLM qui t'intéresse, si tu veux du Claude, de l'OpenAI, etc. Et, euh, et en fait, en ayant accès à toute ta base de code, il va directement te suggérer des modifications dans ton code en utilisant les moteurs de merge qui existent dans VS Code. Donc typiquement, tu vois en vert les ajouts, en rouge les suppressions. Tu peux accepter individuellement chaque modification, Ouais, etc. c'est une mini review de PR sur le guide, quoi. Ouais, sauf qu'il crée du code, c'est vraiment Ouais, c'est hyper fou. puissant. Par exemple, chez Payfit, je l'ai testé sur une API où je lui ai dit, bah, vas-y, ajoute-moi un endpoint sur cette API qui est en GraphQL. Je veux que ça accède à ce service-là, à cette base, de cette manière, etc. Et puis il me l'a fait, il me l'a suggéré. Bon, de temps en temps, il fait des petites conneries, mais rien de méchant, enfin, rien d'insurmontable pour un développeur. C'est vraiment impressionnant, c'est vraiment incroyable. Et je pense que il y a vraiment un avenir dans ce type d'outils, quoi. Ça fait gagner un temps fou, quoi. C'est incroyable. Ouais, ça va être fou dans les années à venir et je pense il y a ce que les outils sont capables de faire et il y a ce que nous, on imagine capable pour l'outil, où on ne pense pas encore à tous les cas d'usage et ça va décupler Mm. l'utilisation des IA. J'avais besoin l'autre jour de comparer deux assurances responsabilité civile pour la boîte, deux contrats de 80 pages, hyper relou à lire. Je les ai mis dans le chat GPT et tu lui demandes un tableau récapitulatif des différences entre les deux et il te sort ça en 2 minutes. C'est quand même Ouais, assez fou et en fait j'y avais pas pensé. C'est une fois que j'ai lu le premier document, je me suis dit il doit y avoir un truc pour faire ça plus vite. ouais. Et je me suis dit tiens je vais tester ce chat GPT. Mais quand on aura tous ces réflexes là, ça va juste être fou. Ouais, c'est ça, c'est une question Mm. de réflexe et de comprendre soi-même comment l'outil peut nous être utile. Euh, Mm. Moi, j'utilise beaucoup ChatGPT pour mes communications à Payfit, par exemple. On a un Slack, on a beaucoup de choses qui passent par Slack. Toute l'ingénierie communique par Slack. Et il y a des formats, de la mise en forme, il y a des trucs un peu chiants qui prennent du temps. Bah, tout ça, voilà, moi je veux dire ça. Texte brut, ChatGPT, je veux un format MD ou Slack ou n'importe quoi, il connaît, pouf, il me sort le truc, copier-coller, c'est fini. Ça fait gagner un temps fou, vraiment, pour des trucs comme ça. Ouais. Mais Et pour de l'analyse de fichiers, je te rejoins, hein. c'est sûr qu'on est au tout début de l'histoire de l'IA et ça va changer le quotidien de beaucoup de personnes. Ouais. Quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite devenir CTO aujourd'hui? Des erreurs à éviter? Quelles erreurs sont à éviter d'après ton expérience, par exemple? Quand je vois les personnes autour de moi qui ont évolué, euh, je pense qu'il y a deux types de CTO et on peut grandir avec des belles équipes autour de nous dans les deux cas, mais euh, on a le CTO qui code au quotidien et celui qui a codé et qui ne code plus, quoi. Et je pense que c'est vraiment deux organisations totalement différentes à mettre en place, etc. Et il faut savoir vers quelle partie
on veut aller. Malheureusement, c'est compliqué sans tester, mais généralement, on commence en étant le CTO qui Hmm. code et petit à petit, on fait grossir son équipe. Et, et Alors, quel conseil à un CTO qui code? Commençons par là. de bien s'entourer au début, je pense que c'est vraiment enfin, au début et après, mais le premier sujet, c'est je suis très orienté sur les aspects humains, etc. Mais trouver les bonnes personnes pour ça, pour nous accompagner au quotidien, surtout en général, quand on va commencer en CTO qui code, on va avoir une toute petite équipe. Et il faut que ce soit fluide et que ça avance. Hmm. Ouais, faut pas qu'il y ait de questions à se poser, quoi. Et au contraire, pour un CTO qui code plus, Bah, je pense que là, c'est pareil, bien s'entourer, mais il faut. Ce qui est compliqué, c'est que dans beaucoup d'organisations, on va évoluer du CTO qui code vers le CTO hmm. qui ne code plus. Ça nous oblige à mettre en place une organisation bien précise au sein des équipes. On va mettre en place des engineering directeurs, etc., qu'on n'aurait pas forcément eu si on est encore un CTO qui code au quotidien. Et du coup, ça rend le chemin arrière au sein de cette même entreprise plus difficile. Donc faut bien se poser la question, est-ce qu'on a envie de lâcher le code quasi totalement un jour ou pas, quoi. On a un petit peu discuté en off avant ce podcast et il y a une chose que tu m'as dit qui m'a un petit peu marqué, c'est que tu as beaucoup appris d'autres CTO que tu as rencontrés en convention. Euh, Ouais. tu, Est-ce que ce serait un conseil que tu donnerais de sortir de sa bulle? Pour moi, il y a deux aspects, c'est aller assister à des conférences, Ouais. si possible de tech, mais dans le fond, je pense qu'on s'en fiche un peu de est-ce que c'est de la tech ou pas, mais se sortir de son quotidien et s'aérer l'esprit et revenir au boulot galvanisé avec juste la prise de recul qu'on a pu avoir sur le moment en prenant du temps pour autre chose que son quotidien. Ça, c'est le premier point. Et une des choses que j'ai mis en place et qu'on continue de faire, c'est on a la chance dans la tech, c'est un métier universel qui existe dans toutes les entreprises. Et on peut facilement trouver d'autres CTO qui sont sur des problématiques proches de nous, qui vont pas bosser pour un concurrent. Hmm. Et dans ce cas-là, c'est tout bénéf pour tout le monde. Rencontrons-nous, échangeons, créons des moments d'échange réguliers et en fait, à deux cerveaux, on trouve parfois des solutions tellement évidentes après coup. Enfin, par exemple, chez Ultrix, on échangeait avec Moto Blues qui était sur l'univers de e-commerce de la moto. Ouais. Il y a zéro sujet de concurrence. Ils étaient à peu près au même stade d'évolution que nous en plus. Donc c'était magique de pouvoir avoir ces moments d'échange. Donc se faire un réseau. Ouais, et en fait, c'est pas compliqué de se faire un réseau sur ce genre de choses. Il faut trouver une entreprise qui a l'air d'avoir à peu près la même valeur que nous. LinkedIn, on cherche le CTO, un petit message, et vu que c'est donnant-donnant, Ouais, bien sûr. Ouais. zéro raison de recevoir un refus si la personne est un minimum ouverte. Ouais. Bien sûr. Mm. Écoute, j'ai plus de questions, Thomas. Merci beaucoup pour nous avoir partagé toutes tes expériences et ta franchise. T'as un petit mot de la fin? C'était un plaisir. Écoute, non, c'était très très sympa. J'espère que ça plaira à tout le monde. Bah, j'espère aussi. Puis, ben, bon, c'est notre première, enfin, c'est aussi ma première pour moi en tant que présentateur. Donc, forcément, j'apprends sur le tas. J'ai plein de choses à corriger. Ouais, pas forcément très à l'aise devant la caméra au début. Donc, bon, il faut faire avec. J'espère que les gens seront bienveillants avec ça. Je remercie encore Mistral Studio pour leur accueil. Donc, si vous avez besoin d'être accompagné pour vos vidéos, vos podcasts, interviewer un client ou tout ce type de contenu, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont extrêmement professionnels. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On passe principalement par LinkedIn, évidemment, puisqu'on reste dans un cadre professionnel ici. Euh, Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube ou Spotify, le petit pouce en l'air, etc., comme d'habitude. Et on se revoit bientôt pour un autre épisode de Break the Wall. Merci.